Bonjour, chers étudiants. Allez, on plonge tout de suite au cœur d'un monument de notre littérature, Antigone de Jean Anouilh. On va scruter ensemble une scène vraiment charnière. Vous savez, ce moment suspendu d'une intensité dramatique inouïe qui se déroule juste après la condamnation de la jeune Antigone. Sur scène, on n'a que deux présences au départ. Créon, le roi, et le chœur. C'est un face-à-face fascinant, un vrai duel philosophique que nous allons décortiquer. Alors c'est parti, entrons dans l'arène tragique. Voici comment on va procéder pour notre cours d'aujourd'hui. On fera d'abord un résumé détaillé de la scène, puis on passera à l'analyse de la langue, ensuite on fera une petite explication lexicale, suivie des figures de style, on remettra tout ça dans son contexte pour l'interprétation, et on finira par une conclusion. On attaque tout de suite avec notre première partie, le résumé détaillé vraiment seconde par seconde. Alors, gardez bien ça en tête tout au long de notre analyse. Dans cette pièce, chaque réplique n'est pas qu'une simple conversation, c'est une vraie bataille argumentative. Les personnages essaient désespérément de se justifier, de convaincre, et de se convaincre eux-mêmes d'ailleurs. Et avant même qu'un seul mot ne sorte, la toute première didascalie pose le décor. Anouilh écrit « Créon est resté seul ». C'est fondamental. Imaginez le froid, cette immobilité glaciale dans la salle à cet instant. Le roi vient tout juste de sceller le destin de sa propre nièce. Il est là, le regard perdu au loin, totalement vide. C'est le silence lourd du pouvoir, l'engrenage de la fatalité. Anouilh nous fait presque ressentir physiquement cette solitude. Le monarque absolu, maître de Thèbes, se retrouve finalement, tragiquement seul au monde. Et là, paf, le choc visuel et sonore est brutal. D'un côté, on a l'interruption paniquée du cœur. C'est vif, c'est presque agressif. Le cœur, qui est l'âme de la cité, débarque pour briser ce silence de mort, complètement haletant, cherchant des réponses. Et face à ça, eh bien on a Créon. Un silence lourd, résigné. Quand le chor s'affole et lui demande ce qu'il a fait, le roi lâche simplement, avec une fatigue immense. Il fallait qu'elle meure. Point final. Le contraste est étouffant entre ce chor qui bouillonne et ce roi froid comme la glace qui vient d'accomplir sa besogne. Ce qui nous amène à notre deuxième point, l'analyse de la langue et le style si particulier de Jean Anouilh. Comment écrit Anouilh? C'est là qu'il est absolument génial. Il prend ce mythe grec intouchable et il le dépoussière complètement. Pas de grande tirade pompeuse ici, sa langue, elle est directe, incisive, elle parle aux tripes. Prenez la toute première réplique du chœur. Tu es fou, Créon. C'est un véritable électrochoc dramatique. Rappelez-vous le contexte, on est en 1944. Paris est sous l'occupation. Le public s'attend à de la grande tragédie classique, majestueuse. Et là, soudainement, le cœur tutoie le souverain absolu. Cet anachronisme, ce fameux « tu », ça brise toutes les règles. Ça rabasse Créon de son piédestal divin. Ça le ramène à sa condition de simple mortel, faillible, épuisé. Pour l'époque, c'était vraiment osé, presque subversif. Passons maintenant à notre troisième partie, l'explication lexicale, car oui, les mots ont un poids monumental. Vous savez, faire de l'analyse littéraire, c'est un peu être un détective minutieux du vocabulaire. Chaque terme est pesé, calculé au millimètre. Prenons le mot « plaie ». Le chœur supplie en disant « Nous allons tous porter cette plaie au côté ». Littéralement, une plaie, c'est une déchirure de la chair, une blessure physique. Mais ici, Anouilh s'en sert comme métaphore pour une blessure morale incurable, une culpabilité écrasante. Pensez à un stigmate indélébile. Cette expression « plaie au côté », ça fait même écho à une blessure sacrificielle dans notre imaginaire. Ça nous dit que la mort d'Antigone, ce n'est pas un fait divers qu'on va oublier. C'est un traumatisme collectif, une cicatrice éternelle pour toute la cité de Thèbes. L'autre mot crucial de cet échange, c'est prétexte. Créon se défend face au chœur en affirmant froidement « Polynice n'était qu'un prétexte ». C'est super intéressant étymologiquement. Ça vient du latin prétextus, qui veut dire ce qui est tissé par-dessus, le voile qu'on met en avant pour masquer la vérité. Psychologiquement, c'est fascinant. Créon est en pleine rationalisation. Il essaie de prouver qu'Antigone se fichait de son frère, qu'elle cherchait juste une fausse raison, un alibi, pour satisfaire sa fascination pour la mort. Ce simple mot nous montre la stratégie de Créon. Il tente de se laver les mains de ce meurtre politique en rendant sa nièce seule responsable de sa propre fin. Allez, quatrième partie, on attaque la mécanique de la tragédie avec les figures de style. Anouilh est un maître de la rhétorique et il l'utilise pour manipuler nos émotions à merveille. Chaque personnage dégaine ses armes stylistiques pour fortifier ses arguments. Le chœur, dans sa panique, balance d'abord une hyperbole flagrante. L'horreur durera pendant des siècles. Bam, ça amplifie l'impact direct. Ensuite, on retrouve cette fameuse métaphore, porter cette plaie au côté, qui matérialise la souffrance invisible. Et face à ça, Créon rétorque avec un paradoxe absolu. La condamner à vivre, ça renverse carrément les valeurs humaines.
Le cœur tente alors le tout pour le tout avec une autre métaphore pour minimiser et susciter la pitié. C'est une enfant. Mais Créon assène le coup de grâce avec un oxymore terrifiant. Il déclare qu'elle était faite pour être morte. Un oxymore, je vous le rappelle, c'est l'alliance de deux termes opposés. Normalement, on est fait, on est conçu pour vivre. Ce seul oxymore scelle définitivement le débat en montrant l'absurdité cruelle du destin d'Antigone. Arrêtons-nous un instant sur cette réplique foudroyante qui clôture l'extrait. La condamner à vivre, c'est vraiment le sommet argumentatif de la scène. Imaginez la fatigue morale écrasante, le désespoir qu'il faut pour qu'un monarque en vienne à voir la vie, le plus beau des cadeaux, comme une peine de prison. Antigone est tellement absolue, pure, intransigeante, que vivre dans un monde de compromission politique, pour elle, c'est physiquement insupportable. Et Créon finit par le capter. La laisser en vie, ce serait la forcer à respirer un air qu'elle trouve infect. C'est d'une noirceur absolue, n'est-ce pas ? Survivre devient, paradoxalement, le véritable châtiment. 5e partie, prenons un peu de recul avec le contexte et l'interprétation de la scène. Si on regarde au-delà de ces quelques lignes venimeuses, qu'est-ce qu'Anouilh nous dit profondément ? On touche là à la dimension philosophique de l'œuvre à travers 4 thèmes. D'abord, la fatalité tragique, la machine est lancée, l'engrenage est parfait, impossible de faire marche arrière. Ensuite, l'absurdité de l'existence. Dans ce monde moderne, dénué de sens idéal, choisir de mourir devient parfois le seul et unique acte de liberté pure. Puis, on assiste au grand choc de la pièce, l'idéalisme brûlant de la jeune Antigone qui vient s'écraser contre le mur du pragmatisme désabusé de Créon. Et enfin, cette idée incroyable de moderniser le chœur antique. Ce n'est plus juste un groupe qui chante en fond, le chœur devient notre propre conscience, dialoguant d'égal à égal avec le roi. Au final, c'est un dialogue de sourds absolument déchirant où tout le monde reste enfermé dans sa propre vérité. Ce conflit de vision, il est vraiment saisissant à observer. D'un côté, on a l'humanisme du chœur qui implore avec ses tripes « ne laisse pas mourir ». Il plaide pour l'innocence, pour la vie à tout prix. Mais de l'autre, tel un mur de pierre, on a l'impuissance de Créon déguisée en pragmatisme aveugle, c'est elle qui voulait mourir. La vraie tragédie, elle explose ici. Elle ne réside pas que dans la mort physique d'Antigone, elle réside dans l'incapacité totale de Créon, de ce monde adulte, à offrir à cette jeunesse un idéal qui vaille le coup d'être vécu. Le roi, soi-disant l'homme le plus puissant de Thèbes, a les mains complètement liées par l'idéalisme de sa propre nièce. Et on arrive déjà à notre 6e et dernière partie, la conclusion et le débat. La dévastation émotionnelle de cette scène est immense. Le cœur a complètement échoué, Créon s'est justifié avec un cynisme effroyable, mais il est déjà détruit de l'intérieur. C'est un roi en ruine. Mais attention, l'analyse littéraire ne s'arrête jamais à la dernière page d'un livre. Elle doit continuer de résonner en vous, de vous bousculer. Alors je vous laisse avec ces questions ouvertes pour nourrir vos réflexions. 1. En quoi l'isolement physique de Créon, prostré au début, annonce-t-il sa fin éternellement solitaire ? 2. Antigone est-elle réellement animée par cette pulsion de mort, ou est-ce que Créon se rassure avec ce fameux prétexte pour supporter son crime ? Et 3. Le cœur, dans son impuissance tragique, représente-t-il finalement notre propre conscience de lecteur, tétanisé face à l'histoire ? Je vous invite vraiment à débattre vigoureusement de tout ça entre vous. Lisez entre les lignes, chers étudiants, explorez sans relâche ces textes grandioses, et on se retrouve très vite pour une autre plongée captivante dans la littérature. Au revoir.